Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette soirée de la Société Louise Michel, qui, vous vous en souvenez certainement, est une société pour la résistance à l'ère du temps. Et donc nous allons parler ce soir avec Michel Husson d'un grand problème, très grand problème, qui est celui de l'économie numérique ou de la numérisation ou de l'automation, enfin tout ce qui tourne autour de ça. Et on va le faire comme cela a été annoncé dans le petit texte écrit qui était publié sur le site, à partir d'un paradoxe. Le paradoxe, c'est que depuis le milieu des années 80, le capitalisme est entré dans une phase, je ne vous apprends rien en le disant, de mondialisation, de financiarisation très importante et qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Il a été traversé par des crises, des secousses. On est encore dans la dernière. Mais en même temps, il a réussi non pas à sortir de ça définitivement, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais à s'assurer une restauration de son taux de profit, c'est-à-dire un fonctionnement de son système qui permet d'engranger les profits. Il l'a fait par des voies différentes des voies traditionnelles. Mais le paradoxe, c'est qu'en même temps que cette situation perdure, la productivité, c'est-à-dire la manière de travailler et d'engranger des profits par le travail des salariés, quel qu'il soit, n'a pas notablement augmenté. Au mieux, elle est stationnaire, voire quelquefois en recul. Donc on va partir de ce paradoxe peut-être pour essayer de discuter des racines de cette situation apparemment paradoxale et des conséquences politiques aussi qu'on peut en tirer et de l'évolution qu'on peut essayer d'entreapercevoir de ce système qui nous réserve beaucoup de surprises par son adaptabilité et par ses ressources qui sont pas innombrables mais enfin très nombreuses. Alors, quelques mots, Michel Husson. Alors, Michel Husson est un économiste qui est aujourd'hui chercheur associé à l'IRES et qui est membre du conseil scientifique d'Attac et de la Fondation Copernic, au lieu de la pensée radicale. Et donc, il est normal qu'on l'ait comme invité ce soir. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu à la Société Louise Michel et j'espère qu'on n'attendra pas toutes ces années avant de te revoir pour pouvoir discuter d'importants sujets. Bon, merci. Je vais essayer d'être pas trop lugubre, comme c'est le nom de la science économique. Mais c'est un problème qui est assez frappant aujourd'hui. C'est-à-dire que rarement on a eu des thèses aussi adverses, aussi différentes sur le fonctionnement de l'économie. Il y a une thèse que je vais reprendre un petit peu en détail, mais qui consiste à dire, avec l'automatisation, la robotisation, l'économie numérique, certains disent, c'est la moitié des emplois qui potentiellement est remplaçable par des robots, au sens très large du terme, dans les 10 ou 20 ans à venir. Donc c'est une thèse. Alors curieusement, les économistes qui défendent ça s'auto-baptisent techno-optimistes, c'est-à-dire qu'ils font confiance à la technique sans évidemment trop regarder les effets sociaux sur l'emploi. L'autre thèse, c'est celle qu'on appelle la stagnation séculaire. C'est l'idée qu'on est dans une faible croissance, il y a de faibles gains de productivité. Cette thèse est défendue notamment par un économiste américain, Robert Gordon, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là et dont à un moment justement où on pensait avoir une reprise phénoménale de la productivité aux États-Unis, plus près du micro. À condition que tu sois branché, oui. Ça ne résonne pas trop là, non? Bon. Non, c'est mieux. T'inquiète pas pour ça. Bien, donc ce Robert Gordon, il a étudié la croissance à très long terme aux États-Unis et il pense que les raisons, les motifs, disons, de reprise sont derrière nous et qu'il n'y en aura plus. Et donc, il prévoit une croissance très faible, etc. Donc, c'est deux thèses radicalement différentes. Dans un cas, on a de très forts gains de productivité grâce aux robots, pour aller vite. Et dans l'autre cas, il n'y en aura plus.
Et donc l'économie va croître relativement lentement. Et donc là, il y a vraiment un mystère d'interprétation qui est relativement rare dans l'histoire des débats économiques, que ça soit à ce point tranché. Alors je vais commencer par un petit détour un petit peu conceptuel, si on peut dire, qui est la définition de la productivité du travail et surtout voir pourquoi c'est un élément essentiel dans la dynamique du capitalisme. La productivité du travail, c'est assez simple, c'est le nombre de choses, j'emploie un terme vague volontairement, parce qu'après il y a des problèmes de mesure, le nombre de choses qu'on produit, ou de services, qu'on produit en une heure de travail. C'est ça la productivité du travail. Et donc quand elle augmente, ça veut dire qu'en une heure de travail, on produit plus de machins. Bon, et historiquement, cette productivité du travail a sous-tendu le dynamisme du capitalisme. Le capitalisme a réussi à faire augmenter cette productivité du travail et à la redistribuer éventuellement aux salariés qui étaient les producteurs finaux. Il y a un autre concept qui est dérivé, alors qui est un petit peu plus compliqué, mais qui est intermédiaire et qui est important, c'est ce qu'on appelle la productivité globale des facteurs. C'est-à-dire, elle fait la moyenne entre cette productivité du travail et, disons, le capital qui est nécessaire pour la dégager. Donc, en gros, si vous voulez, cette productivité du travail, productivité globale des facteurs, c'est des termes un peu néoclassiques, mais tant pis, consiste à dire, oui, il y a la productivité du travail, mais si elle est coûteuse en capital, il faut en tenir compte, et donc il faut faire intervenir aussi ce que les néoclassiques appellent productivité du travail, ce que les hétérodoxes appellent efficacité du capital, parce qu'ils considèrent que seul le travail est réellement productif. On fait la moyenne des deux, et quand on touille un peu dans les équations, on s'aperçoit que c'est un déterminant essentiel dans le taux de profit. En gros, le taux de profit va évoluer selon l'évolution relative de cette productivité globale des facteurs et du salaire réel qui est versé aux salariés. Et donc, la possibilité pour le capitaliste de dégager des gains de productivité est un élément essentiel dans l'obtention de son taux de profit. Donc, c'est pour ça que cette question-là, on peut la relier à disons, une analyse du capitalisme, parce qu'elle consiste à dire que si effectivement cette productivité globale des facteurs ou la productivité du travail elle-même n'augmente plus, le capitalisme va avoir de plus en plus de mal à obtenir un taux de profit supplémentaire. Donc voilà un peu les termes conceptuels. Alors, le paradoxe dont parlait Charles, en fait, dans la littérature, on l'appelle le paradoxe de Solow, qui est un économiste, prix Nobel, assez astucieux, assez inventif, etc., qui en 1987, donc il y a à peu près 30 ans, l'a énoncé de cette manière, et donc on voit que le problème n'est pas neuf. Il a dit on voit partout les nouvelles technologies, sauf dans les statistiques de productivité. Et déjà à l'époque, donc, la question, c'était ce mystère. Il y a des innovations technologiques, mais elles ne se traduisent pas dans cette productivité du travail. Et depuis ces 2-3 décennies, une des caractéristiques majeures des pays capitalistes, des vieux pays capitalistes, disons, c'est un ralentissement dans le rythme des gains de productivité. Un ralentissement, maintenant, enfin c'est un fait avéré, personne ne le remet en cause. Et je signale au passage, parce que je parlais plutôt des pays développés, des pays avancés, comme on dit maintenant, pendant un temps, on pouvait penser que dans les pays émergents, et notamment en Chine, il y aurait une espèce de relais avec des gains de productivité très élevés. Et depuis le début de la crise, en fait, les gains de productivité se mettent à ralentir, voire à stagner, y compris dans les pays dits émergents. Donc c'est vraiment un phénomène universel. Et donc la conséquence que ça a eu, pour la période, disons, des 2 ou 3 dernières décennies, c'est-à-dire que le capitalisme, comme le disait Charles, a réussi à rétablir son taux de profit malgré des gains de productivité qui ralentissaient. Alors comment il l'a fait? Si on regarde même l'équation du taux de profit, il l'a fait évidemment en faisant reculer les salaires, la part des salaires dans la valeur ajoutée, et il a bouclé ça sur, disons, du surendettement qui a conduit à la crise. Je résume de manière très globale. Donc on en est là. Alors maintenant, la question, c'est de savoir, donc aujourd'hui, elle baisse.
Donc elle donne plutôt raison aux gens qui sont de l'autre côté. Alors maintenant, pourquoi il y a ce discours sur les gains fantastiques de productivité qui sont à venir? Et le problème, c'est de savoir pourquoi on ne les voit pas. Alors cette question-là, elle soulève plein de questions très intéressantes. Premièrement, il faut interroger la méthode qui a été utilisée par les économistes. Souvent, on cite une étude de gens qui ont des noms scandinaves que je n'arrive pas à mémoriser, mais une étude de gens, d'économistes qui travaillent à Oxford. Et quand on décrypte un petit peu la chose, on s'aperçoit que cette étude, et toutes celles qui en découlent, qui vous annoncent, etc., sont à prendre avec des pincettes parce que, en fait, elles sont relativement bidonnées ou autoréférentielles. Parce que comment on fait pour dire que tel emploi va être automatisable ou pas? Eh bien, c'est en demandant à des experts, entre guillemets, bon, qui sur à doigt mouillé, etc., et sur un nombre de secteurs qu'on va extrapoler à l'ensemble de la population. Donc, la manière de faire ce calcul est très compliquée, enfin est très discutable, quoi. C'est des dires d'experts. Donc, en gros, c'est fondé, il n'y a rien d'objectif. Certaines études sont beaucoup moins optimistes ou pessimistes selon le point de vue où on se place, c'est-à-dire que il y aurait des réductions d'emplois par automatisation, mais le champ serait beaucoup moins important. Alors, une des questions qui est compliquée, parce qu'en général, c'est une question qui est posée, c'est qu'il y a un choc, disons, de représentation en ces calculs macroéconomiques, qui sont indéniables avec les limites de la définition, j'y reviendrai, et puis la perception concrète des travailleurs, quel que soit quasiment leur domaine, où ils ont l'impression que pour eux, il y a des gains de productivité fantastiques. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins nombreux à faire le même travail, ce qui est une mesure de l'augmentation de la productivité. Et donc, il y a un énorme problème qui date pas d'aujourd'hui, entre le passage à cette perception micro, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, du travail concret, d'une intensification du travail, du fait qu'on vire des gens alors qu'il y a tout le temps la même charge de travail, etc. Et puis le mécanisme macro où on dit ça ralentit. Il y a une vraie contradiction. Et cette contradiction est un des problèmes les plus compliqués, qui est rarement traité, parce que les économistes sont dans leurs statistiques et ils s'en foutent un peu de la perception concrète des salariés. Et alors, bon, la question, elle est à la fois, comment dire, elle est liée au fait que ce qui est mesuré dans la phase finale du travail ne prend pas en compte tout ce qui est en amont. Non. Et qu'en gros, il y a le travail productif concret. Par exemple, si on prend dans une automobile, si vous calculez le nombre d'automobiles par ouvrier, ça a augmenté de manière absolument considérable. Mais ça ne tient pas en compte le travail qui est incorporé dans la marchandise finale, qui est tout en amont. Et qui est en amont, qui se trouve dans ce qu'on appelle les consommations intermédiaires, c'est-à-dire d'autres services que ceux qui le marketing, etc., qui sont là, et le travail incorporé dans les consommations intermédiaires, c'est-à-dire tout ce qui est produit, par exemple des parties de voitures qui sont ensuite assemblées, mais qui sont produits dans d'autres pays, etc. Et dans le comptage, enfin, disons, concret, disons, d'expérience dans la phase finale, il n'y a pas ce calcul-là. Hein. Et donc, en réalité, quand on corrige tout ça, moi j'avais écrit un bouquin où je traitais de cette question il y a 20 ans. Donc, comme je suis narcissique, je vais lire les conclusions que j'en tirais. Il y a une évaporation entre la productivité mesurée au niveau de l'atelier, pour aller vite, et la productivité mesurée au niveau macroéconomique, celle que les économistes regardent en disant ça ralentit, etc. Et donc, je lis juste, je ne sais pas si ça sera plus clair. Voilà, je disais, ces transformations des combinaisons productives permettent d'expliquer en partie le phénomène d'évaporation de la productivité lorsqu'on passe du micro, à l'atelier pour aller vite, au macro. Les forts gains de productivité
que l'on peut repérer au niveau de la phase finale de la production sont en partie apparents. Une telle évaluation ne tient pas compte en effet de recours accru à des dépenses de travail effectuées en amont, conception, organisation, etc., en aval, la distribution, voire transversalement par externalisation de tâches qui sont réalisées par des sous-traitants. Et dans les consommations intermédiaires, dans les importations, il y a un rôle très important joué par ce qui est importé, si vous voulez. Donc le calcul qu'on fait, finalement, vous assemblez votre voiture, vous en assemblez beaucoup plus qu'avant, mais parce que vous assemblez des pièces qui sont déjà préparées, etc. Et donc il faut réfléchir sur cet écart entre macro et micro. Alors, la question maintenant, c'est la question suivante, c'est comment les économistes expliquent ce paradoxe. Les économistes mainstream qui sont partisans, enfin qui sont plutôt dans la thèse du techno-optimisme, c'est-à-dire il va y avoir des transformations tout à fait considérables dans l'effet de la robotisation, de l'automatisation, etc., sur l'emploi. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est un débat qui les préoccupe et qui est vraiment ouvert, notamment aux États-Unis. Alors, il y a une première idée qui est de dire il y a un décalage entre le moment où on fait l'invention, l'innovation, et le moment où ça se traduit par la productivité, sur la productivité. Bon, c'est un vieil argument du genre il faut que ça monte en puissance avant que vraiment les effets se manifestent de manière généralisée. Mais cet argument, il est peu recevable parce que comme le problème se pose depuis 30 ans, on risque d'attendre très longtemps pour que ça se manifeste. Donc c'est un argument qui mord assez peu et qui rend assez peu compte. Mais ça n'empêche pas des espèces de gourous de vous dire vous n'avez encore rien vu, mais tout est à venir. C'est cet argument-là. Il y a là-dedans tout un discours, disons, idéologique tout court, qui consiste à dire il faut vous préparer et vous soumettre à des transformations absolument extraordinaires, contre lesquelles d'ailleurs vous ne pouvez rien, mais qui vont venir, qui sont dans les tuyaux. Il faut même peut-être les anticiper. C'est un peu le discours qui est tenu. Il y a une seconde, ligne d'interprétation qui est très intéressante parce qu'elle montre un peu la confusion de l'économie dominante. En gros, ils disent on mesure mal le service qui sont rendus grâce à l'économie numérique aux consommateurs. C'est-à-dire les consommateurs bénéficient de trucs qui sont relativement gratuits, qui leur facilitent la vie, etc. Et ça, on n'en tient pas compte dans la productivité. Et alors là, quand on creuse, on a des trucs assez hallucinants, et notamment, il y en a un qui est un des inspirateurs de Macron, qui s'appelle Philippe Aghion, qui explique qu'on a mal calculé la croissance, parce que, en fait, si on tient compte, en fait, de tous ces progrès qu'apporte le numérique, les prix sont surévalués, et donc si on corrige les prix, on corrige du coup le niveau de production, et donc on a des gains de productivité qui ont été masqués par de mauvaises mesures. Bon, et alors quand on regarde l'argumentation en détail, c'est assez intéressant, et c'est très révélateur. Il y a une confusion totale entre la distinction classique entre valeur d'échange et valeur d'usage. C'est-à-dire, on dit il y a une valeur d'usage supplémentaire pour les consommateurs. Bon, ok, Internet, c'est pratique, ça fait gagner du temps, etc. On pourra en revenir. Et donc ça, c'est pas mesuré. Mais ça, c'est de la valeur d'usage, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est utile éventuellement. Mais justement, et c'est ça peut-être le grand problème, ça ne se traduit pas en valeur d'échange. Sinon, ça serait mesuré correctement. Et donc, peut-être la limite, disons, de ces transformations du point de vue du capitalisme, c'est qu'ils n'arrivent pas vraiment à les intégrer à une logique marchande de rentabilisation. Il se passe effectivement des transformations, mais d'une certaine manière, ça ne mord pas réellement, enfin j'y reviendrai, sur la possibilité de créer
de la valeur au sens valeur marchande. Bon. Et alors, peut-être, il y a toute une floraison de nouvelles théories, et là on se trouve dans une situation compliquée à gérer, qui est de dire, soit vous êtes le vieux con qui dit rien n'a changé, tout est comme avant, etc., il n'y a pas besoin de ce bon. Soit vous dites c'est radicalement nouveau et il faut foutre en l'air tout ce qu'on utilisait avant comme concept, comme outil d'analyse, etc. Bon, les deux positions sont, donc je vais être juste au milieu, les deux positions sont dangereuses. Effectivement, il faut prendre en compte les transformations, les mutations, mais aussi, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et dire, voilà, on abandonne tout, etc. Et c'est ce que sont en train de faire certains marxistes, enfin, qui se réclament du marxiste, qui ont une espèce de... il y a une théorisation assez invraisemblable qui consiste à dire, je pousse à la limite, mais enfin cette limite a été atteinte par notamment Christian Fox, qui est un économiste qui produit énormément là-dessus, qui consiste à dire en gros, quand vous cliquez, quand vous allez sur Google, sur Facebook, etc., quand vous utilisez Internet, vous faites un travail qu'ils appellent digital labor. Et en faisant ce travail, vous créez de la valeur, puisque les GAFA vont récupérer cette information et vont la vendre à des à des gens qui font de la publicité, et donc qui utilisent vos données pour mieux cibler leur publicité. C'est leur modèle, c'est leur business model d'une certaine manière. Donc vous créez de la valeur, et par conséquent, vous êtes exploité. Hein, y compris, il y a des propositions de libéraux là, récemment qui consistent à dire on devrait être rémunéré pour ce travail qu'on fait, etc. Je trouve que ce truc-là, ne fonctionne pas, parce que justement, c'est encore une fois un mélange entre la valeur d'usage, etc., et puis la valeur d'échange. Le fric que gagnent les GAFA, c'est... Bon, il y a plusieurs modèles économiques. Amazon, c'est de la vente principalement, mais si on prend Google et Facebook, leur business model, leur recette, c'est les publicitaires. Donc effectivement, ils utilisent l'information qu'ils tirent de leurs abonnés et de leurs pratiques et ils les vendent aux publicitaires. Mais je veux dire, on n'est pas exploité dans ce cas-là. Donc ces trucs sont assez comment dire, trompeurs. Et en fait, mais d'une certaine manière, ils posent la question... et qui est vraiment une question fondamentale. Cette partie de l'économie numérique, je ne parle pas des robots qui produisent des voitures, etc., mais cette partie de l'économie numérique, c'est-à-dire le rôle des GAFA, etc., est-il vraiment intégrable à une logique capitaliste ? Et justement, c'est dans les difficultés à être intégré, récupéré par une logique capitaliste, qu'on mesure aussi les limites de ce type de mutation. Enfin, dernière explication, il y a la productivité du travail. Alors, là je reviens un peu sur le terrain macro. La productivité du travail n'augmente pas parce qu'il n'y a pas assez d'investissement pour faire augmenter la productivité du travail. En général, on introduit de nouvelles méthodes de production, etc. Et donc, on investit pour ça, on fait de la recherche et développement pour innover sur de nouveaux produits, etc. Et donc, on ne le fait pas assez. Et par conséquent, et ce qui est relativement vrai, c'est-à-dire sur le fait qu'il y a une espèce de stagnation des dépenses de recherche, développement pour l'innovation. Et là, on a un vrai problème qui est plus macro, c'est pourquoi ne le font-ils pas ? Ils ont l'argent pour le faire, c'est-à-dire les profits sont établis, on distribue de l'argent aux actionnaires à tire-larigot. Donc pourquoi cet argent-là n'est pas investi dans la recherche d'innovation ? Et là, une question clé très importante qui fait partie, enfin, une des réponses, c'est le bouclage. C'est-à-dire, il faut que l'investissement conduise à des productions rentables. Et il faut que ces productions rentables soient vendues. Or, il y a une espèce d'épuisement des produits de grande consommation, c'est-à-dire qu'il y aurait des débouchés larges, qui seraient capables de rentabiliser ces investissements en innovation. C'est-à-dire, en gros, pendant la période dite fordiste, et ce n'est pas par hasard qu'on utilise ce terme, l'automobile, les biens d'équipement ménager
étaient vertueux parce qu'on faisait beaucoup de gains de productivité, les gens les achetaient, leur prix relatif baissait, et donc il y avait une boucle comme ça très vertueuse. Il n'y a pas de boucle équivalente qui s'enclenche réellement à une échelle suffisante. On achète des tablettes, des portables, etc. Mais c'est relativement marginal en termes de taille pour tirer l'ensemble de l'économie. Et donc, on a les limites aussi de cette économie dite numérique. Alors, j'ai parlé toutes les études, comme on dit, donnent des choses assez contradictoires, mais sur ce qui se passe réellement, et non pas en prospective, en tirant des plans sur la comète, le consensus serait plutôt, ça ne crée pas plus de chômage, ça ne détruit pas en net des emplois, mais ça modifie radicalement les structures de l'emploi. Et en gros, ce à quoi on assiste partout, c'est une polarisation des emplois, c'est-à-dire l'emploi progresse par les deux bouts, c'est-à-dire les emplois de merde, pour aller vite, ou très précaires, ou peu qualifiés, et les emplois très qualifiés. Et ceux qui sont au milieu bougent pas beaucoup. Là, j'avais noté des chiffres, parce que ça fait une courbe très parlante, quoi, si vous voulez, sur la progression des emplois. Et par exemple, en France, entre 1990 et 2012, les emplois bas de gamme, pour aller vite, je n'entre pas dans le détail de la classification, ont augmenté, l'emploi total a augmenté de 1,2, leur part a augmenté de 1,2 points. À l'autre bout, les plus qualifiés, 1,4, et au milieu, 0,85. Donc, il y a une déformation qui est constante et qui est en partie, probablement, l'effet des nouvelles technologies. C'est-à-dire les nouvelles technologies suppriment des emplois intermédiaires qui sont facilement automatisables. Les très qualifiés, c'est difficile d'automatiser leur boulot, et les peu qualifiés, c'est pas intéressant de le faire parce que justement, il y a un réservoir d'emplois pas cher, etc., qui permet de créer des emplois alors que ceux du milieu sont détruits. Et donc il y a beaucoup de courbes de graphiques comme ça qui montrent ce creusement. Ça, c'est vraiment réel. Donc le schéma sur lequel on est, c'est plutôt maintien de l'emploi global, mais modification profonde de sa structure en termes on peut mettre qualifié, pas bien payé, etc. Mais en gros, quelle que soit la nomenclature qu'on prend, ça marche de la même manière. Alors du coup, le modèle social que ça suppose. Alors, je voudrais peut-être revenir avant, c'est sur un truc sur lequel je suis tombé, et qui est assez terrible, si je le retrouve. Je ne vais évidemment pas le retrouver. Non, c'est une étude qui est assez cynique, mais qui étudiait les obstacles. C'est Frey et Osborne, c'est les mêmes qui ont montré qu'on allait... le micro, on n'entend pas. D'ailleurs, je vais être obligé de... Là, c'est parfait. Non, mais il ne tient pas comme ça. Bon, je vais le prendre, allez. Donc, c'est l'étude de Frey et Osborne qui est un peu la référence. Et alors, il s'interroge sur qu'est-ce qui fait obstacle à l'automatisation des travaux. Et c'est ça qui fait absolument froid dans le dos. Voici les obstacles qui relèvent. Premièrement, la perspicacité, alors c'est une traduction de l'anglais aussi bien que je puisse faire, la perspicacité sociale, c'est-à-dire celle qui consiste à comprendre les réactions des autres et les raisons de ses comportements. Ça, c'est un obstacle à l'automatisation. Deuxième obstacle, la négociation, autrement dit, le fait de concilier des points de vue différents. Troisième obstacle, la persuasion qui permet d'amener les autres à changer de point de vue ou de comportement. Quatrième obstacle, alors ça c'est la préoccupation pour les autres, collègues, clients, patients, sous forme d'assistance personnelle, de soins médicaux ou autres, ou de soutien émotionnel. C'est-à-dire l'idée, si vous voulez,
c'est la robotisation des travailleurs eux-mêmes, hein, c'est-à-dire une espèce de faire du salarié, alors que ça devrait être l'inverse, non pas un auxiliaire du robot, alors qu'on pourrait considérer, d'ailleurs c'est un thème qui est très développé sur les cobots, c'est-à-dire l'idée que le robot va être l'ami du salarié. Et donc, fondamentalement, il y a une idéologie très dure, enfin une espèce d'hyper-taylorisme, quoi, où on élimine tous les aspects relationnels, les aspects de socialisation qu'il peut y avoir dans le travail. C'est-à-dire de mécaniser ce passage-là me semble tout à fait terrible. Alors, le modèle social dans le cadre du capitalisme. Alors, je dirais que paradoxalement, alors je vais défendre une thèse paradoxale aussi, les deux schémas, le schéma où les robots détruisent de l'emploi et le schéma où il n'y a plus de gain de productivité, donc théoriquement l'emploi est maintenu parce qu'il n'y a plus de gain de productivité, alors j'aurais tendance à dire conduisent au même résultat du point de vue du modèle social susceptible de se mettre, d'accompagner, disons, ces transformations. S'il y a hécatombe d'emploi, le seul moyen, enfin il y a le revenu universel, j'y reviendrai, mais le seul moyen, c'est de créer des emplois de merde pour compenser. Et en fait, c'est déjà ce qui se fait. Hein. Quand on regarde les structures d'emploi telles qu'elles évoluent, comme j'ai dit, c'est déjà ce qui est en train de se faire. Donc l'idée, le capitalisme, il y a les bons emplois qu'on peut à la limite rémunérer relativement correctement, et puis les autres, des emplois, des bullshit jobs, comme dirait l'autre, pour créer des emplois. Bon. Maintenant, si, alors, et je remonte au truc d'avant, s'il n'y a pas de gain de productivité, et c'est aussi le cas actuellement, c'est le cas dominant, alors comment rétablir et maintenir le taux de profit? Ben, le seul raisonnement, c'est de baisser à fond les salaires. Et donc de créer... et là sur ce point, la vraie contradiction, c'est que la baisse des salaires, l'espèce de cercle vicieux qui est en dessous, est un problème de réalisation. Bon, alors je vais faire traiter de sous-consommationniste, mais en gros l'idée c'est, il y a un cercle vicieux qui est, comme vous n'avez pas les débouchés pour les produits, vous n'investissez pas pour améliorer, disons, la productivité, et tout ça ne boucle plus, parce qu'il n'y a plus les débouchés suffisants. C'était d'ailleurs l'idée du premier théoricien un petit peu de la suggestion séculaire, c'est lui qui avait inventé le terme, qui s'appelait Hansen, et qui s'est planté complètement par ailleurs, parce qu'il pensait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y aurait une stagnation séculaire, donc, qui est loin d'avoir eu lieu. Mais son argument, c'était ça. C'était, vous réduisez les salaires, et donc il y a une boucle vicieuse qui fait que vous n'avez pas intérêt à investir, puisqu'il n'y aura pas de débouchés, puisque vous avez bloqué les débouchés des salaires. Entre parenthèses, cette contradiction-là, elle a été gérée par les inégalités. Hein, c'est-à-dire que, puisque les salaires sont bloqués, il faut bien qu'il y ait des gens qui consomment, et c'est les riches. Hein, et donc il y a une fonctionnalité dans l'inégalité aux revenus, dans ce schéma, et c'est pour ça qu'on a un schéma qui est très, comment dire, très cohérent d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher à une pièce sans toucher aux autres. Hein, et c'est-à-dire il y a une espèce de logique très, comment dire, intégrée dans ce schéma. Donc on est dans une perspective où, d'une certaine manière, quelle que soit l'option par rapport, probablement la réalité sera entre les deux, comme d'habitude, mais entre les deux schémas que je décrivais initialement, c'est quel que soit le modèle, on sera dans la même situation. Et c'est pas... Alors, je vais dire un truc, parce qu'il y a eu de la prospective, et puis il y a des gens qui sont... Il y a un texte qui est absolument incroyable. C'est il y a 35 ans, donc forcément, moi j'ai des références qui ne sont pas toujours mises à jour. Il y a deux économistes, Jean Amado et Tristan Sophaest,
qui avait écrit un texte un peu de prospective au commissariat du plan, à l'époque où il faisait la prospective. Et il disait l'organisation, la société serait organisée avec deux grands sous-ensembles. Alors je lis. D'une part, un sous-ensemble adapté aux technologies nouvelles, intégré à l'espace mondial, fait d'hommes modernes, et de femmes probablement, aptes à manier l'information, peut-être pas, aptes à manier l'information, les techniques de pointe, ainsi que les langues étrangères, passant une partie de la vie à l'étranger. C'est un peu le nomadisme à la Attali aussi. D'autre part, un sous-ensemble incarnant l'héritage de nos traditions culturelles, constitué d'organisations isolées de la concurrence internationale, faisant pénétrer plus lentement les technologies modernes d'un revenu moindre, mais d'un mode de vie plus convivial et plus classique. Donc, alors, il précisait, ce serait donc un contresens ou une erreur que de considérer les éléments, les membres du secteur le moins avancé technologiquement comme appartenant à une sous-race et à l'archaïsme. Donc voilà, ça rassure sur les précaires. Ils ne sont pas une sous-race, mais ils sont condamnés aux vertus voilà, de la convivialité, ils sont des espèces de conservateurs des anciennes vertus. Et alors, à la même époque, il y avait un texte d'Ernest Mandel, que, enfin bon, je ne vais pas sacraliser, mais qui était assez prémonitoire et qui disait à peu près les mêmes choses sur la société duale. Alors, je ne vais peut-être pas la lire en entier, mais bon, les exclus du processus, donc il y a ceux qui arrivent à trouver leur place dans le processus, et puis les autres qui survivent par tous les moyens autres que la vente de leur force de travail au capitalisme ou à l'État bourgeois, assistance sociale, augmentation des activités indépendantes entre guillemets, paysans parcellaires ou artisans, retour au travail domestique, communauté ludique, etc. Et y achètent des marchandises capitalistes sans en produire. Alors, la transition maintenant avec quelque chose de plus moderne, c'est la fonction de cette partie de l'économie qui est l'économie de plateforme, hein, à savoir Uber et l'archétype, Deliveroo, etc., qui d'une certaine manière, alors c'est là qu'il faut faire la part des choses. D'une certaine manière, cette technique de plateforme apparaît, c'est la mise en contact très rapide d'une offre et d'une demande pour aller vite. Cette technique-là, elle est, disons, sur le fond, pas nouvelle. Bon, par exemple, les taxis avant, quand on demandait un taxi, on appelait un centre téléphonique, et il y avait une personne qui répercutait votre demande auprès des... Bon, maintenant, avec les applis, c'est beaucoup plus efficace, c'est immédiat, etc. Mais fondamentalement, c'est pas tout à fait c'est pas complètement différent dans le type de service qui est rendu. En revanche, la caractérisation de ce qu'on appelle l'ubérisation, c'est pas tant l'utilisation d'une technique qui est celle-là, c'est le fait que c'est un moyen de contourner le salariat. Hein, sous prétexte d'auto-entrepreneur, de statut, etc. Bon, et je pense qu'il faut dissocier les deux. Et c'est peut-être un des points importants par rapport à ces questions, parce qu'il y a d'autres secteurs où c'est plus traditionnel. Bon, les gens qui bossent chez Amazon, c'est des salariés qui trimballent des colis, etc. C'est plus classique d'une certaine manière. Mais ce qu'il y a de nouveau dans l'économie de plateforme, c'est cette mise en relation ultra rapide et donc ultra efficace d'une certaine manière, mais qu'il faut séparer absolument de le côté précarisation, disons, contournement du salariat, contournement des prestations, enfin des cotisations sociales, contournement de tout ça. Il faut dissocier les deux. Et je pense qu'un des axes importants de lutte positive ou d'alternative positive à cette ubérisation, c'est ce qui est en train de se mettre un petit peu en place aux États-Unis, c'est l'idée de coopérative. C'est-à-dire on pourrait tout à fait imaginer une coopérative qui utilise ces instruments, mais qui fonctionne comme coopérative. Il n'y a pas de... Je veux dire, il faut dissocier les deux.
Et je crois que c'est très important. Beaucoup des discours qu'on reçoit sur l'économie numérique, c'est d'une certaine manière, il y a l'innovation technologique, et donc elle implique un dépassement ou un abandon du salariat. Elle implique une espèce de précarisation qui serait liée, comment dire, consubstantiellement à la technologie. C'est pas vrai. Il y a des alternatives. Et par exemple, en France, il y a un groupe de livreurs de Deliveroo qui ont monté c'est une association qui s'appelle CopCycle et qui ont des analyses très, très acérées justement de la situation. Et leur projet, ça serait effectivement une utilisation coopérative de ce genre de plateforme. Alors je termine parce que je suis un petit peu long, mais pas trop. Dans les alternatives, il y a le revenu universel. Alors, le revenu universel, il faut distinguer deux choses. Il y a l'idée de garantir à tout le monde un revenu décent. Bon, et ça passe par l'augmentation des minima sociaux, par leur extension aux jeunes qui n'ont pas accès au RSA, etc. Ça, c'est une chose. Mais la théorisation du revenu universel, fondamentalement, elle repose sur une idée, celle de la fin du travail. Sinon, le revenu universel n'a pas de sens, enfin, n'a pas de fondement. Et ce fondement-là, c'est une option, à mon avis, de renoncement, de résignation au fait que c'est d'autres qui décident comment s'organise l'emploi, et par conséquent que nous, tout ce qui nous reste, c'est à revendiquer un revenu qui nous préserve, disons, bon, et je pense que cet aspect-là est dominant, il me semble, dans la critique, qui exclut toute autre possibilité que celle d'accepter le fait qu'il n'y aura plus d'emploi pour tout le monde, que le droit à l'emploi est une vieille lune, que le salarié est dépassé, etc. Et donc, l'idée de coopérative, par exemple, qui est relativement développée, en termes de propositions, la mise en pratique est beaucoup moins avancée aux États-Unis, voire au Royaume-Uni, est une chose. Alors ensuite, globalement, sur la question du chômage, etc., la question clé, c'est une question de répartition des heures de travail. Donc l'échelle mobile des heures de travail, comme disait Trotsky dans le programme de transition, comme ça je suis couvert avec de bonnes références, et qui a comme envers la répartition des richesses. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que, d'une certaine manière, la montée du chômage par non-réduction du temps de travail et la montée des dividendes sont exactement les deux faces d'une même médaille. Donc, il y a une question de répartition à la fois des revenus qui sont créés et symétriquement, si vous voulez, des heures de travail. Donc la réduction du temps de travail est un axe qu'il faut absolument remettre. Alors évidemment, c'est pas du tout dans l'air du temps. Et en même temps, couplé à la remise en cause, parce que là, je n'ai pas parlé des aspects de l'écologie, etc. C'est pour ça que l'idée, il faut croître plus pour pouvoir créer des emplois. C'est vraiment quelque chose qui doit être relativisé, à condition, enfin, sauf si on caractérise le contenu de la croissance à laquelle on fait référence, et aux types d'emplois qui sont créés, et à leur utilité sociale et écologique. Donc, les deux points sur lesquels je voudrais insister, après on va débattre, les deux points sur lesquels je voudrais insister en termes de conclusion, c'est premièrement, cette vieille idée que la technique ne doit pas déterminer le modèle social, qu'il faut adapter la technique au modèle social dont on veut, et ce qui est toujours possible, mais elle ne doit pas, et c'est pour ça qu'il y avait la citation de Marx que j'avais mise en avant, parce que c'est un vieux débat. Il y a eu des ludites, les gens qui détruisaient les machines, etc. Enfin, ce vieux débat, c'est une vieille citation, elle date de 1856, c'était un discours de Marx à je ne sais plus quelle réunion, où il disait « Nous voyons qu'une machine douée d'une force merveilleuse
Et c'est vrai que les innovations technologiques dont on dispose, bon, elles peuvent être utilisées pour les pires des fins, mais potentiellement, elles sont merveilleuses. Le terme pour être utilisé aujourd'hui. Capables de réduire l'effort et d'effectuer un travail humain fécond, mènent à la famine et à l'épuisement. Et on est devant cette même contradiction qui est, s'il y a une seule idée qu'il faut retenir de ce débat, en tout cas pour moi elle est tout à fait fondamentale, c'est qu'il faut refuser l'idée que le modèle social soit dicté par les innovations technologiques et qu'il y a une malléabilité totale dans leur utilisation. Et puis, alors il y a deux citations que j'ai envie de faire. L'une de Marx dans le Capital, enfin les deux sont de Marx, mais dans le Capital, il dit « C'est comme puissance ennemie de l'ouvrier que la machine, que le capital emploie la machine, et il le proclame hautement. » Et aujourd'hui, il faut aussi refuser ce discours, comminatoire, qui consiste à dire... souvent, ils emploient le terme « nous », comme si tout le monde était impliqué de la même manière. Nous vivons dans une époque de transformation fantastique. Nous vivons dans une économie mondialisée. Et à chaque fois que vous avez une phrase qui commence comme ça, elle vous dit « vous devez vous y adapter parce que ces transformations dictent la manière dont vous pouvez vous inscrire dans la société compte tenu de ces fantastiques transformations. » Et la deuxième citation, c'est, je crois, alors elle est un peu abstraite, mais elle va au fond des choses. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ces transformations technologiques ne sont pas réellement compatibles avec le capitalisme. Parce que ça suppose, par exemple, enfin bon, on pourrait développer qu'est-ce qui se passe si les robots produisent tout. Le capitalisme n'a plus de sens. Bon, et l'autre idée qui est peut-être moins, disons, radicale ou utopique, c'est l'idée que la contradiction, c'est que comment dire, il faut boucler la boucle, c'est-à-dire produire des marchandises qui soient rentables et que les gens achètent. Et que ça, le capitaliste a de plus en plus de mal à le faire, parce que ce que demandent les gens, en gros, n'est pas rentable pour le capitalisme. Et donc la phrase est tirée des Grundrisse, les fondements, enfin une espèce de manuscrit préparatoire au capital, si on peut dire. Le capital prétend mesurer les gigantesques forces sociales ainsi créées d'après les talons de temps de travail, les enserrer dans les limites étroites nécessaires au maintien en tant que valeur de la valeur déjà produite. Et c'est ça l'idée que, d'une certaine manière, aujourd'hui, par exemple, les gratuités possibles, la mise à disposition possible de services et de marchandises ne correspond pas, disons, à la logique profonde du capitalisme. Et donc, d'une certaine manière, le capitalisme est dépassé par les potentialités des innovations qu'il a mises en place. Et donc, ça sera mon dernier mot. Je termine avec une citation de Marx, donc tout va bien. Je ne vais pas mieux conclure. Je vais d'abord rebondir sur la dernière question, parce que j'ai été traité d'universitaire, c'est pas une insulte, mais je n'en suis pas un. Donc, bon. Et, oui, mais militant aussi. Alors ça me rappelle les débats qu'il y avait dans Agir ensemble contre le chômage au moment de sa fondation. Si vous voulez. L'idée, c'était de marcher sur deux pieds, d'avoir un projet où il y avait la perspective, réduction du temps de travail pour créer des emplois. Et l'autre pied, c'était les mesures d'urgence. Et les mesures d'urgence, c'est donner un statut décent aux gens qui n'ont pas de boulot. Mais le revenu universel, c'est autre chose. C'est un modèle de société où tout le monde le gagnerait, pas seulement les chômeurs, sous prétexte qu'il n'y a plus de boulot et qu'il y en aura de moins en moins. Donc c'est pas la critique du revenu universel n'implique pas qu'on dise tout va très bien, les chômeurs qu'on peut continuer, les SDF à traîner dans la rue, on s'en fout. C'est juste le projet de société générale
qu'on conteste, mais sur les mesures d'urgence, sur l'augmentation des minima sociaux, sur le statut de chômeur correct, sur la construction de logements sociaux, etc. Enfin bon, je veux dire, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors après, il y a énormément de questions. Alors, je les prends dans le sens inverse, parce que les premières, je les ai oubliées déjà. Alors, c'est pas vrai, il dit ça, mais c'est pas vrai. Sur la transformation profonde, c'est ce que je disais à un moment, il faut savoir, c'est ça qui est compliqué, prendre en compte la réalité des transformations. Bon, je veux dire, quand on bosse sur un ordinateur, on fait des trucs qui sont fantastiques, on n'en aurait pas rêvé il y a 30 ans. Bon. Mais les rapports sociaux fondamentaux n'ont pas changé. C'est-à-dire qu'il y a des salariés qui sont exploités. Alors, pour prendre un exemple, dans le Digital Labor, qui est présenté comme quelque chose de nouveau, on fait rentrer une catégorie. Alors, on fait rentrer le travail qu'on fait quand on pianote sur son ordi. Bon, j'ai expliqué pourquoi je trouvais ça idiot. Mais en revanche, il y a une autre forme spécifique qui s'appelle ce qu'on appelle les fermes à clic. C'est-à-dire des gens qui sont payés des petites sommes pour cliquer, I like, pour faire de la pub pour une marque, etc. Et qui sont dans les pays les plus pauvres, etc. Cela, c'est de la super exploitation. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait classique. On leur demanderait de fabriquer. C'est pas différent des gens qui sont exploités à fabriquer les chaussures qu'on a délocalisées là-bas, etc. Et donc, ça rentre dans la même catégorie. Mais la prouesse du numérique, c'est d'arriver à régresser. Et d'une certaine manière, tous les nouveaux systèmes de précarisation, d'auto-entrepreneurs, entre guillemets, etc., sont une espèce de voyage dans le temps avant la constitution de la classe ouvrière. C'est-à-dire quand on lit le Marx ou Hobsbawm ou Thomson, enfin les historiens de la classe ouvrière, on s'aperçoit que, c'est bien expliqué, c'est la grande manufacture qui a rassemblé physiquement les ouvriers et qui a contribué à les constituer en classe. Aujourd'hui, on défait ça. Déjà, il y a de moins en moins de grandes usines, enfin en tout cas dans les pays les plus avancés, mais d'une certaine manière, avec la rupture du salariat classique, on revient à ce qui existait avant la constitution de cette classe ouvrière, et c'est-à-dire le salaire à façon, et où on vend... si vous voulez, bon, moi j'ai vécu quelque temps à Mexico. Sur la place centrale, je ne sais pas si ça existe encore, vous aviez les plombiers qui attendaient, et qui attendaient le client qui leur dit, ou le vitrier, venez réparer chez moi, il y a un problème. Aujourd'hui, ça se fait sur une appli. Et l'appli permet de revenir à ce statut pré-salarial. Et donc, il y a effectivement, il y a des transformations quand même qui sont, en l'occurrence, sur cette partie-là, régressives. Deuxièmement, il y a un autre... il y a une question, c'est un peu la question qui a été posée à plusieurs moments. Il y a deux moyens. Le capitalisme, c'est rétablir le profit. Il y a deux moyens de rétablir le profit. C'est d'augmenter la productivité, en faisant, travailler mieux, plus efficacement, produire plus. Et puis, c'est en baissant le salaire. Donc, les deux se combinent. C'est-à-dire, l'industrie de la chaussure, les Nike, etc., on y allait parce que on pouvait faire une productivité pas complètement dégueulasse, et curieusement d'ailleurs il y a des entreprises relativement automatisées dans des secteurs qui sont délocalisés dans les pays du Sud, mais couplées à des bas salaires. La concurrence par les salaires et puis le fait de faire baisser par le bas, c'est effectivement un des éléments. Mais l'autre élément, la compétitivité, la productivité, c'est quelque chose... Alors, l'idée de dire, bon, il y a des secteurs où on s'en fout. Mais il y a une majorité de secteurs où on ne s'en fout pas. Dans les hôpitaux, la tarification à l'activité, qu'est-ce que c'est sinon l'idée de retrouver une productivité? C'est-à-dire déjà de la mesurer. Les évaluations qu'on fait pour mettre en concurrence les salariés,
qu'est-ce qu'on mesure? C'est la productivité du salarié. C'est quelque chose qui imprègne l'ensemble des relations de travail. Ce n'est pas du tout quelque chose qui a été marginalisé. Et puis, d'une certaine manière, par exemple, l'édition, c'est vrai qu'il y a quelques années, le prix de fabrication du bouquin, c'est que dalle. Mais pourquoi? Parce qu'on a automatisé, puis on a supprimé tous les employés, tous les ouvriers de la presse. Donc on est post-gain de... Ok, il y a des secteurs, on ne pourra probablement pas aller plus loin sur ce terrain. Et donc on ira fabriquer, on ira imprimer en Tchéquie parce que c'est moins cher, ou dans d'autres pays d'Europe. Bon. Et donc on jouera sur le côté salaire. Mais dire que... Bon, évidemment, il y a des cas où, d'une certaine manière, on a fait le plein des gains de productivité maximum, et on joue donc, on va jouer sur d'autres registres. Mais dire que c'est un phénomène, cette recherche de productivité est marginale, c'est vraiment un problème. Alors, il y a un autre problème, enfin, il y a une théorisation par les négristes, enfin, les gens inspirés par Tony Negri, etc., disant on est dans un capitalisme cognitif, c'est-à-dire que ce qui produit de la valeur, c'est dans le cerveau des travailleurs, c'est des travailleurs de plus en plus intellectuels, etc. Et il se réfère à une partie, au général intellect, c'est un fragment des Grundrisse qui s'utilisent, enfin qu'ils interprètent d'une certaine manière, pour dire que finalement, c'est plus le travail qui crée de la valeur, c'est le savoir, la connaissance, etc. Et qu'il faudrait, changer complètement nos méthodes, nos matières de voir. Je crois que ce n'est pas vrai, et pour prendre un exemple, un des types de marchandises qui sont produites par l'économie numérique ont du mal à rentrer dans la logique capitaliste. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a fait l'investissement, et c'est vrai un peu pour les médicaments, une fois qu'on a fait l'investissement, la production est quasiment gratuite. Hein, et effectivement, c'est le low cost, marginal cost, et Rifkin a fait un bouquin là-dessus. Bon, alors, il exagère, il généralise comme il fait d'habitude, mais ça c'est vrai. Et donc, d'une certaine manière, cette production numérique, de produits numériques, etc., entre en contradiction avec la logique marchande. Il faut rétablir la marchandise par les droits de propriété intellectuelle, les brevets, les trucs comme ça, pour restituer le statut de marchandise à quelque chose que le progrès technique risque de faire disparaître. Et par exemple, sur les médicaments anti-sida, moi je prends souvent cet exemple. La logique des boîtes productrices, c'est effectivement, le modèle, c'est on investit, ça coûte très cher, mais une fois qu'on a trouvé le truc, ça coûte pas cher à fabriquer. Par conséquent, le problème de la fixation du coût, le coût doit rentabiliser ce qui a été investi. Mais le problème, c'est qu'on ne vend qu'à des gens qui peuvent acheter le médicament, et les gens qui sont concernés par ce type de médicaments, en général, sont majoritairement dans des pays qui n'ont pas assez de fric pour les acheter. Et donc, il y a eu tout un conflit là-dessus, sur les pays qui voulaient fabriquer des génériques, etc., et donc ne pas payer la rentabilisation des fonds initiaux des principaux laboratoires. Et là, on voit bien l'efficacité alternative qui est de dire, nous, ce qu'on veut, c'est soigner le maximum de gens. Ce qui n'est pas complètement absurde comme idée, quoi, pour des médicaments. Bon. Et l'autre, la logique des laboratoires, c'est nous, ce qu'on veut, c'est rentabiliser nos investissements. Mais rentabiliser les investissements, ça veut dire ne soigner que ceux qui peuvent payer. Et donc, on a là une des limites, puisqu'on parlait des limites du système, mais qui se retrouve dans plein d'autres domaines. Qui se retrouve par exemple dans toute la production artistique, disons, reproductible. Les DVD, les films, etc. Et là, on a quelque chose
qui désagrège d'une certaine manière la logique marchande et qui fait qu'il faut rétablir des barrières pour rétablir cette logique marchande, alors potentiellement d'autres logiques seraient envisageables. Alors sur ce que dit Norbert sur les statuts, bon, c'est compliqué effectivement parce que par exemple un secteur, il faut distinguer de manière plus fine. Par exemple, le secteur du nettoyage est super soumis à l'idée de productivité. C'est-à-dire qu'on minute tel acte, etc. Les personnes qui nettoient, enfin, il y a eu des grèves là-dessus, elles sont soumises à un rythme infernal. Dans les EHPAD, on a droit à tant de temps pour faire la toilette d'une personne, enfin d'un résident, comme on dit. C'est de la productivité. On mesure un acte et on doit le faire en moins de temps possible. C'est exactement augmenter la productivité. Donc il y a beaucoup enfin je veux dire, il y a peu d'emplois qui échappent. Et alors l'alternative, et c'est là je vais répondre à l'autre croissance. D'une certaine manière, l'alternative, c'est un peu la thèse de Jean Gadret dans son petit bouquin Halte à la croissance, c'est de dire il faut admettre qu'on va mettre plus de temps à produire des choses de qualité. Et donc passer plus de temps à faire la toilette dans les EHPAD, passer plus de temps à cultiver des produits agricoles de qualité, etc. Et donc là encore, on voit la contradiction et la croissance d'une certaine manière, parce que la croissance, ça se mesure aussi au volume, disons, de travail qui a été fourni. Cette croissance-là, elle est d'une certaine manière vertueuse. On va produire plus de valeur d'usage, on y mettra plus de temps, et donc d'une certaine manière, ça fait augmenter la croissance. Vous créez des postes d'infirmiers, d'enseignants, c'est de la croissance, mais elle n'a pas le même contenu que de vouloir faire vendre, changer d'écran plat tous les 6 mois ou d'iPhone tous les ans, etc. Il y a un contenu de la croissance qui a, disons, une portée différente. Alors sur les modèles des GAFA, ça c'est un truc qui est peu étudié et qui est différent selon les GAFA. C'est-à-dire comment ils gagnent du fric. C'est une question qu'on devrait se poser parce que, en fin de compte, je veux dire, leur capitalisation boursière, c'est-à-dire le total de leurs actions, sont totalement extravagantes. Et je pense que il y aura un moment où ça va s'effondrer, quoi. Mais c'est l'indice d'une capacité à capter de la valeur par des moyens qui peuvent être différents. Il y a la publicité. Amazon, je ne suis pas sûr que ce soit uniquement le cloud ou le cloud, ça dépend des versions, qui soit sa source principale, parce que sinon on ne voit pas pourquoi il investirait dans des secteurs qui ne sont pas les siens, notamment par exemple dans la grande distribution. Le socle, Amazon, ce qui est compliqué, c'est qu'Amazon, d'une certaine manière, perd plutôt de l'argent sur ses activités classiques de distribution de produits. Mais c'est une espèce de force d'appel pour gagner de l'argent par la publicité. Et puis après, il y a une extension sur d'autres domaines. De la même manière, Google, il y a Google stricto sensu, et puis il y a toute une série de domaines où ils investissent dans la recherche, le Google Car, etc. Donc, mais le modèle de base, c'est celui-là. Et c'est différent, enfin, ils sont différents selon les grands GAFA. Alors, le problème dans cette économie-là, c'est le principe du winner takes all. C'est-à-dire, vous créez un truc et il faut que vous éliminiez les concurrents. Et le fait d'avoir éliminé les concurrents vous donne la force de capter la valeur via les publicitaires, etc. Et ce truc est relativement fragile.
Effectivement, ça peut. Il y a eu l'exemple de Netscape, il y a des boîtes comme Yahoo qui ont quasiment périclité, etc. Mais ça crée une économie de rente. Et aujourd'hui, par exemple, une grande partie enfin, beaucoup de travaux aux États-Unis sont en train de dénoncer des rentes de monopole qui sont contradictoires avec l'idéologie de la concurrence, etc., et qui expliquent le blocage quasiment absolu depuis 15 ou 20 ans des salaires aux États-Unis. Bon, je vais terminer de manière lapidaire, parce que c'est effectivement ces types de sujets où évidemment on va aborder plein de trucs, la mondialisation, effectivement plein de choses. Alors, il y a un truc sur lequel il faut en tout cas insister, parce que ça c'est un truc qui est établi. L'idée que le chômage est le résultat de gains de productivité exubérants est fausse. Pendant la période des 30 Glorieuses jusqu'au milieu des années 70, il y avait beaucoup de gains de productivité, 5-6% par an. Et il y avait peu de chômage, 2% au maximum. La période de la montée du chômage coïncide avec un ralentissement des gains de productivité. Donc le lien direct que quelquefois on établit, il n'y aura plus d'emploi parce que la productivité crée du chômage, etc., est faux. Donc c'est une manière de répondre. Historiquement, il y a eu des gains de productivité depuis 150, 200 ans. La réponse, c'est la réduction du temps de travail. Si aujourd'hui on travaillait autant qu'il y a 50 ans, il y aurait 30-40% de chômeurs. Donc à partir du moment où il faut rouvrir la piste de la réduction du temps de travail. Les robots font le travail à notre place, tant mieux, on travaille moins. C'est la seule logique rationnelle. Toutes les autres logiques sont régressives. C'est-à-dire, le robot fait votre boulot, on vous vire. Et donc, ça, c'est le choix de fond, quoi. Et il me semble, alors, puisqu'on me demande de trancher un peu entre les deux hypothèses, il me semble qu'il n'y a plus en réserve de gains de productivité qui permettent de revenir aux périodes où ils étaient très forts, où la croissance était tirée par ces gains de productivité. Cette période est une sorte de parenthèse dans l'histoire du capitalisme. C'est entre la Deuxième Guerre mondiale et le milieu des années 70. On est revenu, même en dessous, de la moyenne historique séculaire, mais depuis des années, depuis le début du capitalisme. Donc, notamment parce que, ce que j'ai essayé d'expliquer, les gains de productivité, les nouvelles technologies se font dans des secteurs qui ne sont pas facilement intégrés à la logique marchande. Deuxièmement, ils ne permettent pas, comment dire, de créer des marchandises qui soient rentables et que les gens aient envie d'acheter à une échelle de masse. Donc ce bouclage-là qui a existé pendant une trentaine d'années est exceptionnel. Alors si on me demande ma position, je peux me tromper, on verra bien, mais c'est quelque chose qui est hors de portée pour le capitalisme. Et je pense que c'est un élément... Et donc, le capitalisme, face à cette question, disons, logiquement réagit par des mesures qui sont régressives. Et d'une certaine manière, je dirais, il n'a pas d'autre modèle à sa portée que celui qui est entré en crise il y a 10 ans. Il refait les mêmes choses. Il refait les mêmes choses qu'avant. Et alors, dernier point, alors peut-être c'est un point un peu technique, sur le taux de profit. Il y a un débat chez les marxistes. Moi, je suis un marxiste révisionniste ou pragmatique de ce point de vue-là. Pour les marxistes purs et durs, le taux de profit baisse tout le temps. Donc, en gros, ça consiste à dire qu'il y a une crise, donc c'est que le taux de profit baissait, quoi. Maintenant, allez expliquer, alors je vais faire un truc démago, allez expliquer aux salariés qu'on les vire parce que les capitalistes ne font pas assez de profit, que leur taux de profit a radicalement baissé, vous allez voir la tête des gens. Enfin, là aussi, il y a une expérience concrète. Alors, il y a des problèmes, disons, de mesure, mais en gros, le taux de profit tel que le définit Marx
qui est la vraie dynamique du capitalisme, c'est hors spéculation, c'est hors, disons, bulle d'endettement, etc. Le vrai taux de profit, c'est celui qui est créé par l'exploitation des travailleurs. C'est celui-là qui est ensuite redistribué. Et celui-là, on peut le mesurer. Alors, il y a des débats statistiques, hein. Il y a des gens qui pensent que ça baisse, d'autres qui pensent que ça monte, parce que ce qui est compliqué à mesurer, en fait, c'est le capital auquel on rapporte le taux de profit. Ouais, parce que il y a plusieurs, je ne vais pas entrer dans les mais c'est autour de ça que ça tourne. Hein. Donc l'idée générale, il y a des gens qui vous disent la crise a été, toute la période d'avant-crise, le capitalisme néolibéral, il y avait une baisse tendancielle du taux de profit parce que c'est écrit dans le Capital. Bon, j'exagère un peu. Et puis il a chuté. Bon, évidemment, quand il y a une crise, en général, le taux de profit, ça lui réussit pas. Mais ce qu'il faut voir aujourd'hui, en revanche, je pense que tout le monde peut s'accorder à dire que le taux de profit se rétablit, et c'est la seule chose qui se rétablisse vraiment depuis la crise. Hein, il n'y a qu'à voir le fric qui est déversé au CAC 40, les fortunes. Et sur cette concentration des richesses, pour moi, c'est une pièce, comment dire, centrale de ce capitalisme qui réussit à faire du profit sans faire des gains de productivité. C'est-à-dire, en faisant l'avocat du diable, au moins le capitalisme d'avant, il faisait des gains de productivité et il redistribuait du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, il fait du profit sans ce côté-là. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il est légitime. Qu'est-ce que le capitalisme? Moi, quand j'étais étudiant, on disait les crises, c'est fini, le pouvoir d'achat des gens augmente de 5% par an, tout va bien, en avant vers le progrès, vers un avenir radieux, il n'y a pas de meilleur système qui soit. Aujourd'hui, quel est le discours du capitalisme? C'est quoi? Quel est le truc positif qu'il a à dire à la majorité des gens, quoi, à part les riches qui s'en foutent pas les caisses? Oui, non, mais des discours cyniques, des discours de mépris vis-à-vis des gens incapables qui sont au chômage parce qu'ils ne sont pas qualifiés, etc. Des discours d'effort. Vous n'aurez plus de stabilité de l'emploi, vous serez appelé à changer d'emploi, il faut vous y habituer, etc. Enfin, un discours, la protection sociale, n'en parlons pas. Les retraites, enfin, je veux dire, il n'y a aucun élément positif. Mais c'est la réaction au fait que son vrai moteur, disons, ce qui pouvait le légitimer, c'est je fais des gains de productivité, je redistribue, et il y a un essor, un progrès général. Ceci n'existant plus, effectivement, je ne sais pas si le capitalisme va s'effondrer, etc., mais sa légitimité n'existe plus. Aujourd'hui, le discours du capitalisme, c'est « vous allez en baver ». Point. C'est votre destin, c'est comme ça que ça marche. Et pour en revenir au sujet de l'exposé, puisque je vois des gestes de Charles, ceci n'est pas le fruit du progrès technique. C'est peut-être ça la grande idée. C'est se défaire de l'idée que le progrès technique induit la régression sociale, parce que c'est comme ça, il n'y a pas d'autre moyen que d'utiliser ce progrès technique.